Le cœur de Nolan battait comme un tambour de guerre dans sa poitrine. Tandis que les mots qu'il avait répétés en silence des milliers de fois franchissaient enfin ses lèvres, « Je t'aime. Mais pas comme un mari. Je suis gay. » Sa femme, Élise, lâcha la tasse de thé qu'elle tenait. Le liquide brûlant se répandant en une flaque accusatrice sur le parquet ancien de leur appartement parisien. Et dans ce silence assourdissant qui suivit, Nolan vit son monde s'effondrer non pas en éclats de verre, mais en fragments de promesses brisées. Elle ne pleura pas, pire. Elle le regarda avec une pitié qui le transperça plus profondément que n'importe quel cri. Nolan avait 35 ans. Un âge où l'on est censé avoir dompté les tempêtes intérieures. Où la vie se déroule comme un fleuve tranquille sous les ponts de la Seine. Architecte de profession. Il avait passé les 10 dernières années à ériger des édifices pour les autres, des lofts minimalistes dans le Marais. Des bureaux vitrés à la Défense, tout en laissant son propre squelette émotionnel pourrir en silence. Élise, avec ses cheveux châtains coupés au carré et son sourire qui illuminait les dîners en famille, avait été son ancre. Ils s'étaient rencontrés à l'école des Beaux-Arts, unis par une passion pour les lignes épurées et les courbes inattendues. Leur fille, Léa, âgée de 7 ans, était le ciment de leur union, une petite tornade aux boucles brunes et aux yeux verts, qui collectionnait les coquillages sur les plages normandes et rêvait de devenir exploratrice des catacombes. Mais sous cette façade idyllique, Nolan étouffait. Les nuits où Élise dormait, il se glissait hors du lit conjugal pour arpenter les rues sombres de Belleville, attiré par les néons clignotants des bars discrets. C'est là qu'il avait rencontré Jules. Un soir d'automne pluvieux. Il y a 6 mois. Jules, 32 ans. Photographe freelance aux origines bretonnes. Avec des yeux bleus comme l'océan agité et une barbe naissante qui soulignait un sourire espiègle. Ils s'étaient croisés au Le Dépôt. Un lieu mythique où les âmes errantes venaient chercher refuge. Une conversation anodine sur les ombres dans la photographie avait dérapé en confession chuchotée. Et avant que Nolan ne s'en rende compte, il se retrouvait dans l'atelier exigu de Jules, au cœur du 11e arrondissement, entouré de tirages noirs et blancs qui capturaient l'essence brute de l'amour interdit. Jules n'était pas comme les flirts éphémères que Nolan avait connus dans sa jeunesse refoulée. Il était patient, comme les marées qui sculptent les falaises de sa Bretagne natale. L'amour, c'est pas une équation. Nolan, lui avait-il dit un soir, en traçant du bout des doigts les cicatrices invisibles sur le torse de Nolan. C'est une vague qui t'emporte. Et tu apprends à nager où tu coules. Ces mots avaient hanté Nolan, le poussant à affronter la vérité. Il avait imaginé 1000 scénarios pour l'aveu, une fuite théâtrale, un divorce à l'américaine avec avocat et drame judiciaire. Mais la réalité fut plus française. Plus contenue, un thé froid dans une cuisine baignée de lumière matinale. Et Élise qui, après un long silence, murmura, « Et Léa ? Comment on lui explique que son père préfère les garçons ?» Les jours suivants furent un tourbillon administratif et émotionnel. Élise, professeure de littérature à la Sorbonne, s'accrocha à la rationalité comme à une bouée. Ils consultèrent un médiateur familial. Un homme chauve et bienveillant nommé Monsieur Duval, qui parlait de coparentalité comme d'un art nouveau. En France, on divorce pour se réinventer, pas pour se détruire, assura-t-il, en notant frénétiquement sur son bloc. Nolan et Élise signèrent un accord, garde alternée. École ensemble. Vacances partagées. Léa, avec l'innocence des enfants, posa peu de questions au début. Papa va habiter où ? Demanda-t-elle un soir, en serrant son doudou contre elle. Nolan,
La gorge nouée. Répondit, pas loin. Ma chérie. Juste de l'autre côté du parc. Et on sera toujours une famille. D'une façon ou d'une autre. Pourtant. Au fond de lui. Nolan savait que ce n'était qu'une pause avant la tempête. Sa mère, Marguerite, veuve depuis 20 ans et pilier de la bourgeoisie lyonnaise transplantée à Paris, n'avait jamais digéré les écarts de son unique fils. À 70 ans. Avec ses tailleurs Chanel impeccables et son collier de perles hérité de sa grand-mère. Elle incarnait l'ordre immuable d'une France éternelle. Les homosexuels. Ce sont des caprices de jeunesse. Avait-elle déclaré un jour. En feuilletant un magazine People. Nolan avait ravalé sa colère. Se contentant d'un sourire forcé. Mais maintenant. Avec le divorce en marche. Il sentait son ombre planer. Elle appelait tous les soirs. Sa voix suave masquant une lame affûtée, et cette pauvre Élise. Tu vas la laisser seule avec ma petite fille. Jules devint son refuge dans cette tourmente. Leur premier rendez-vous officiel après l'aveu eut lieu au café de Flore. Là où Sartre et Beauvoir avaient autrefois disséqué l'amour. Assis à une table en terrasse. Sous un ciel d'octobre voilé. Jules posa sa main sur celle de Nolan. T'as l'air d'un homme qui porte le poids de Notre-Dame sur les épaules. Nolan rit. Un rire fragile. Et raconta tout, les nuits blanches. Les regards fuyants d'Élise. La peur pour Léa. Jules écouta. Sans juger. Puis dit simplement, on va y aller pas à pas. Comme une exposition photo, une image à la fois. Ce soir-là. Dans l'appartement de Jules. Entouré de toiles cirées et d'odeurs de café fort. Ils firent l'amour pour la première fois sans culpabilité. Les corps s'entremêlèrent comme des lignes architecturales. Fluides et précises. Et Nolan, pour la première fois, se sentit entier. Mais la joie était précaire. Élise, malgré sa dignité, laissa échapper des pics lors des échanges de garde. Profite bien de ton photographe. Nolan. Mais souviens-toi que Léa a besoin d'un père. Pas d'un amant. Les mots blessèrent. Non pas par leur venin. Mais par leur vérité crue. Nolan se mit à douter, était-il égoïste? Avait-il sacrifié sa famille pour un désir refoulé? Jules, sentant le vent tourner, l'emmena en week-end à Giverny. Sur les traces de Monet. Là, sous les nénuphars figés dans les temps. Ils parlèrent d'avenir. Imagine-nous. Nolan, une maison avec un atelier pour moi. Un bureau pour tes plans. Et Léa qui court partout. Les yeux de Nolan s'embuèrent. C'était possible. En France? Où l'amour se réinvente sans cesse. Pourtant. Au retour. Un appel de Marguerite changea tout. Viens dîner ce soir. Mon fils. Seul. J'ai des nouvelles importantes. Le dîner eut lieu dans le 16e arrondissement. Dans l'hôtel particulier aux moulures dorées que Marguerite avait hérité de son père banquier. La table était dressée comme pour un deuil, cristal fin. Chandelle vacillante. Et un gigot rôti qui embaumait l'air. Marguerite. Impériale dans sa robe noire. Attaqua sans préambule. J'ai vu Élise hier. Elle est dévastée. Nolan. Et Léa. Ma pauvre petite. Elle pleure la nuit. Nolan se raidit. La fourchette suspendue. Maman?
On gère. Le divorce est civilisé. Elle secoua la tête. Un sourire triste aux lèvres. Civilisé? Tu parles comme un Américain. Avec tes idées progressistes. Ici? En France? La famille est sacrée. J'ai engagé un avocat. On va contester la garde. Élise mérite mieux que ton caprice. Les mots tombèrent comme une sentence. Nolan quitta la table. Le cœur en vrac. Et courut sous la pluie vers le métro. Dans le wagon brinque-ballant. Il envoya un message à Jules, tout s'effondre. Aide-moi. La réponse fut immédiate, je suis là. Toujours. Mais au fond, Nolan pressentait que la trahison de sa mère n'était que le début d'une guerre plus intime. Où l'amour se mesurait à la loyauté familiale. Et où Paris, ville des Lumières, deviendrait le théâtre d'ombres impitoyables. Les semaines suivantes furent un kaléidoscope de paperasse et de regards en coin. L'avocat de Marguerite. Un requin aux lunettes cerclées d'or nommé Maître Lefebvre. Envoya une lettre recommandée, contestation de la coparentalité. Allégation de instabilité émotionnelle due à l'orientation sexuelle de Nolan. Élise. Contactée en urgence. Oscilla entre solidarité et rancune. Je ne veux pas de guerre. Nolan. Mais Léa. Elle mérite la stabilité. Ils se virent dans un café anonyme près de la place des Vosges. Sous un ciel bas de novembre qui promettait la neige. Élise. Les traits tirés. Avoua, ta mère m'a offert de l'argent. Pour que je parte à Lyon avec Léa. Loin de tout ça. Nolan sentit un froid glacial l'envahir. Plus âpre que le Vendée. Et tu as accepté? Elle secoua la tête. Pas encore. Mais pense à notre fille. Jules devint le phare dans cette nuit orageuse. Il annula des shootings pour accompagner Nolan aux audiences préliminaires. Où les juges, avec leurs perruques poudrées et leur vocabulaire jargonneux, disséquaient leur vie comme un plan d'urbanisme raté. Monsieur. Votre coming out récent soulève des questions sur votre aptitude parentale. Lança l'un d'eux. Impassible. Nolan. Les poings serrés sous la table. Répondit d'une voix ferme, l'amour n'a pas de genre. Monsieur le juge. Et je suis un père. Avant tout. Jules. À ses côtés. Serra sa main en signe de soutien invisible. Plus tard. Dans un bistrot enfumé du quartier latin. Ils noyaient leur amertume dans du vin rouge. Ta mère est une forteresse. Murmura Jules. Mais les forteresses tombent. Avec le temps. Pourtant. Marguerite n'était pas une adversaire ordinaire. Fille d'industriel lyonnais. Elle avait gravi les échelons de la société par une volonté de faire. Veillant sur son veuvage comme sur un trophée. Le décès de son mari. Un diplomate alcoolique. L'avait forgé dans le deuil, les hommes sont des faiblesses. Nolan. Seule la famille perdure. Elle voyait en ce divorce une tache sur l'honneur des Duval. Un nom qu'elle portait comme un étendard. Secrètement. Elle ourdissait plus qu'une bataille juridique, elle manipulait Élise avec des promesses de sécurité financière. Des invitations à des thés mondains où les ragots coulaient comme du champagne. Pense à ton avenir. Ma chère. Nolan assez. Distraction. Toi. Tu as une carrière. Nolan. De son côté.
plongea dans le travail pour ne pas sombrer. Son dernier projet. La rénovation d'un hôtel particulier haussmannien dans le 8e. Devint une obsession, murs abattus. Plafond voûté redécouvert. Comme s'il pouvait reconstruire sa vie pierre par pierre. Jules l'aidait. Immortalisant les étapes en photos granuleuses. Des images qui capturaient non seulement l'architecture, mais l'âme tourmentée de Nolan. Une nuit. Alors que la poussière de plâtre collait encore à leurs vêtements, ils s'effondrèrent sur un échafaudage improvisé. « Je t'aime » souffla Nolan. Les lèvres contre l'oreille de Jules. Plus que les lignes droites. Plus que les courbes parfaites. Jules, les yeux brillants, répondit, et moi. Je t'aime comme une tempête aime le calme qui la suit. Léa, innocente victime de ce drame adulte, devint le centre de gravité. Lors de ses week-ends chez Nolan. Dans son nouvel appartement modeste près du canal Saint-Martin, un loft aux briques apparentes et aux fenêtres donnant sur l'eau trouble. Elle dessinait des familles idéales, papa, maman, et un mystérieux ami, avec des cheveux blonds. C'est qui? Lui? Demanda Nolan un jour, feignant l'ignorance. Mon copain imaginaire, rit-elle. Mais Jules, qui passait parfois en coup de vent, apportait des bonbons et des histoires de marins bretons, semant les graines d'une affection naissante. T'es cool, tonton Jules, dit Léa un soir, en lui tendant un dessin maladroit. Jules, ému, cligna des yeux pour chasser les larmes. Et toi? T'es une artiste en herbe. Le premier vrai conflit éclata lors d'un Noël anticipé, organisé par Élise pour maintenir une façade d'unité. La table, dressée dans l'ancien appartement conjugal, croulait sous les huîtres et le foie gras. Marguerite arriva en dernier. Un cadeau somptueux pour Léa à la main, une poupée antique aux yeux de verre. Pour que tu restes une petite fille française. Ma chérie. Susurra-t-elle. Puis, à voix basse pour Nolan, j'ai parlé à Lefebvre. La prochaine audience sera décisive. Si tu renonces à cette relation, on pourrait arranger les choses. Nolan blêmit, la fourchette tremblant. Jules, assis en face, n'avait pas été invité officiellement, mais il était là, en guest discret. Il capta le regard de Nolan. Un appel muet. Et se leva. Excusez-moi. Madame. Mais l'amour n'est pas une négociation. C'est un droit. Le silence qui suivit fut électrique. Élise rougit. Léa cacha son visage derrière sa serviette. Marguerite, impassible, répliqua, les droits. Jeune homme, se gagne dans le respect des traditions. Nolan est mon fils, je sais ce qui est bon pour lui. Jules, le Breton fier, ne recula pas, et moi. Je sais ce que c'est d'aimer sans condition. En Bretagne, on dit que l'océan ne juge pas les vagues. Il quitta la table. Nolan sur ses talons. Dehors, sous les guirlandes clignotantes de la rue, ils s'embrassèrent avec une urgence désespérée. Les flocons de neige fondant sur leurs joues. On va gagner, murmura Jules. Mais Nolan, le cœur serré, doutait. Sa mère n'abandonnerait pas, elle avait d'autres projets. Plus sombres. Tapis dans l'ombre de son affection possessive.
Au printemps. Alors que les cerisiers du Luxembourg fleurissaient en un rosaire blanc. La relation entre Nolan et Jules s'approfondit en un rituel de tendresse. Des promenades le long de la Seine au crépuscule. Où Jules photographiait les reflets des ponts sur l'eau. Et Nolan esquissait des rêves d'avenir sur son carnet. Ils parlèrent de voyage, un été en Toscane. Des vignes infinies sous un soleil italien qui effacerait les grisailles parisiennes. Et Léa, demanda Nolan. Toujours hantée. Jules sourit, elle viendra. On lui apprendra que l'amour est un pont. Pas une prison. Ces moments étaient des bulles de lumière dans la grisaille judiciaire. Pourtant. Un appel d'Élise brisa l'illusion, ta mère m'a convaincu. On part à Lyon la semaine prochaine. Pour Léa. Tu pourras la voir les vacances. Nolan s'effondra sur le sol de son atelier. Le téléphone glissant de sa main. Jules le trouva ainsi. Recroquevillé comme un enfant. Elle a gagné. Sanglota Théil. Jules le releva. Le serra contre lui. Pas encore. On contre-attaque. Ils passèrent la nuit à planifier, témoignages d'amis. Rapport psychologique prouvant la stabilité de Nolan. Mais au fond, Nolan sentait la trahison comme un poison lent. Sa mère, qu'il avait aimé comme une idole, le dépossédait de sa fille pour le sauver. Et dans cette guerre, l'amour pour Jules devenait à la fois sa force et sa faiblesse, un flambeau que Marguerite voulait éteindre. L'été 2025 s'annonçait caniculaire. Une moiteur poisseuse qui collait aux peaux et aux âmes. Nolan et Jules fuirent Paris pour un week-end à Deauville. Là où les vagues de la Manche fouettaient les galets comme des reproches. L'hôtel. Un reliquat art déco face à la mer. Offrait une trêve, pas de tribunaux. Pas de Marguerite. Ils marchèrent pieds nus sur la plage. Main dans la main. Ignorant les regards curieux des familles en villégiature. Regarde l'horizon. Dit Jules. Son appareil photo en bandoulière. Infini. Comme nous. Nolan. Le vent salé en mêlant ses cheveux. Osa y croire. Pour la première fois depuis l'aveu. Il se permit d'imaginer un futur sans chaîne, un mariage discret à la mairie du 5e. Léa comme demoiselle d'honneur. Et une vie tissée de rires et de silence complices. Mais la réalité rattrapa vite. De retour à Paris. L'audience décisive eut lieu au palais de justice de l'île de la Cité. Un édifice gothique qui semblait juger les pêcheurs de pierre. Maître Lefebvre. Pour Marguerite. Dépeignit Nolan comme un père, distrait par ses inclinations. Citant des preuves, des photos floues de lui et Jules dans un bar. Glanées par un détective privé. Élise. Appelée à la barre. Hésita. Sa voix chevrotante, je veux le meilleur pour Léa. Et Nolan. Il a changé. Les mots coupèrent comme un scalpel. Nolan. Depuis le banc des accusés. La supplia du regard, dit la vérité. Élise. On est amis. Non. Elle baissa les yeux. Et dans ce geste, il vit l'emprise de Marguerite, des chèques, des promesses. Une toile d'araignée tissée avec soin. Jules, témoin clé, prit la parole avec une éloquence brute. Je ne suis pas ici pour voler un père à sa fille. Je suis ici pour aimer un homme qui mérite d'être entier. Le juge. Une femme aux cheveux grisonnants nommée Madame Bertrand. Hocha la tête. Pensive. La loi française protège les familles recomposées. Monsieur.
Mais la grand-mère a des arguments solides. La sentence tomba comme un coup près, garde principale à Élise. Visite supervisée pour Nolan. Pour le bien de l'enfant, conclut-elle. Dehors. Sous un soleil impitoyable. Nolan vomit dans une poubelle. Jules le soutenant comme un frère d'armes. C'est pas fini, jura Théil. Mais Nolan, brisé, murmura, elle a gagné. Ma propre mère m'a trahi. La trahison de Marguerite culmina lors d'une confrontation explosive. Orchestrée par Nolan lui-même. Il l'invita dans son atelier. Un soir de mi-juillet où l'air vibrait de la fête nationale. Les fusées lointaines illuminaient le ciel comme des espoirs éphémères. Marguerite arriva en taxi. Impeccable. Un bouquet de lys à la main, un symbole de pureté. Ou d'ironie cruelle. Mon fils, dit-elle en entrant, embrassant l'air près de sa joue. Nolan, adossé à son bureau jonché de blueprints, alla droit au but. Pourquoi? Maman? Pourquoi me dépossèdes-tu de Léa? Elle s'assit, croisa les jambes. Pour te sauver. 7. Perversion te détruit. Élise est une mère exemplaire, Lyon lui offre un nouveau départ. Toi, tu pourras te repentir. Les mots explosèrent en Nolan comme une grenade. Repentir? J'aime Jules. C'est pas une perversion. C'est ma vérité. Et toi? Tu préfères l'argent et les apparences à ton petit-fils? Marguerite pâlit. Mais riposta, j'ai tout sacrifié pour toi. Ton père était un lâche, je t'ai élevé pour être fort. Pas pour traîner notre nom dans la boue. Jules, qui s'était caché dans l'ombre, surgit alors. Les poings serrés. Madame, l'amour n'est pas une boue. C'est la lumière. Et vous? Vous l'éteignez par peur. Marguerite se leva. Majestueuse dans sa fureur. Qui êtes-vous pour me juger? Garçon de province? Sortez de chez mon fils. La dispute dégénéra en cris. En accusations lancées comme des flèches, adultère présumé. Manipulation. Un passé que Marguerite révéla à l'alcoolisme du père. Caché pour préserver l'honneur. Nolan, au milieu de ce chaos, sentit un abîme s'ouvrir. Tu m'as menti toute ma vie? Maman. Sur papa. Sur toi. Et maintenant? Sur moi. Elle s'effondra sur une chaise. Pour la première fois vulnérable. Les perles de son collier tremblant. Je voulais te protéger. De la douleur. Jules, sentant le moment, posa une main sur l'épaule de Nolan. Laissez-nous guérir ensemble. Ou vous perdrez tout. Marguerite partit sans un mot. La porte claquant comme un verdict final. Cette nuit-là, Nolan et Jules firent l'amour avec une intensité nouvelle. Mélange de désespoir et de catharsis. Leur corps fusionnant sous les étoiles artificielles du feu d'artifice. Pourtant, le répit fut bref. Élise, influencée par Marguerite, accéléra le déménagement à Lyon. Léa, lors de sa dernière visite, serra Nolan si fort qu'il en eut le souffle coupé. Ne m'oublie pas. Papa. Il promit. La voix brisée. En lui offrant un médaillon gravé, famille pour toujours. Jules organisa une fête d'adieu discrète.
Avec des amis du milieu gay parisien à un chorégraphe excentrique. Une galeriste lesbienne qui levèrent leur verre à la résilience. À l'amour qui défie les juges. Mais Nolan, ivre de chagrin, s'isola sur le balcon, fumant une cigarette rare. Jules le rejoignit, l'enlaçant par derrière. On va à Lyon. On la ramènera. C'était un vœu pieux. Mais dans les yeux de Jules, Nolan vit une flamme inextinguible. L'automne ramena les feuilles mortes et les audiences d'appel. Nolan, coaché par un nouvel avocat ou une femme lesbienne combative nommée Sophie, rassembla des preuves, lettres de psychologue attestant sa stabilité. Photo de Léa heureuse avec Jules. Marguerite contre-attaqua en sous-main. Répandant des rumeurs dans les cercles mondains, mon fils est victime d'une secte homosexuelle. Élise, rongée par la culpabilité, craqua lors d'un appel nocturne. Nolan, je regrette. Ta mère. Elle me presse. Mais Léa te réclame. C'était une brèche. Nolan et Jules sautèrent dans le TGV pour Lyon. Un périple de 3 heures qui sembla une éternité. Ils trouvèrent Élise dans un café lyonnais. Les traits creusés. Un café froid devant elle. J'ai menti au juge. Avoua-t-elle. Pour l'argent. Mais je ne peux plus. Le retour à Paris fut un triomphe fragile. La garde fut rééquilibrée, alternée. Sans supervision. Léa revint. Rayonnante. Avec des histoires de traboules et de saucissons. Mais Marguerite, bannie pour l'instant, ourdissait encore. Une lettre arriva. Manuscrite. Élégante, je ne renoncerai pas à ma petite fille. Réfléchis. Nolan. La menace planait. Un fil tendu prêt à rompre. Jules, sentant la tempête, proposa, fugon. Pas loin. Juste assez pour respirer. Nolan hésita. Puis accepta. Leur amour, forgé dans le feu de la trahison, méritait une chance. L'hiver enveloppa Paris d'un manteau de givre, transformant les boulevards en patinoires précaires et les cœurs en forteresses gelées. Nolan et Jules s'installèrent provisoirement dans une maison louée à Montmartre. Un perchoir bohème avec vue sur le Sacré-Cœur, où les artistes d'antan avaient jadis saigné leur âme sur toile. Léa y passa Noël, décorant un sapin minuscule avec des guirlandes faites main, chantant des comptines bretonnes apprises de Jules. C'est notre fort, déclara-t-elle, en empilant des coussins pour un pique-nique improvisé. Nolan, observant la scène, sentit une chaleur rare l'envahir. Famille. Non pas par le sang imposé, mais par le choix tissé jour après jour. Pourtant, la paix était illusoire. Marguerite, reléguée à l'ombre, frappa par procuration. Des articles anonymes dans la presse people locale, l'héritier du Val piégé par un gigolo breton, circulaire, empoisonnant l'air. Nolan perdit un contrat majeur. Un client influent craignant le scandale. C'est elle. Rajat-il, froissant le journal. Jules, pragmatique, fouilla les traces, un numéro de téléphone lié à l'agence de com de Marguerite. La confrontation finale fut inévitable. Nolan l'appela. Voix d'acier, viens. Où je publie tout, tes mensonges. Tes chantages. Elle accepta. Arrivant en Mercedes noire. Silhouette fantomatique sous la neige fine.
Le salon de Montmartre, éclairé par un feu de cheminée crépitant, devint un tribunal improvisé. Léa dormait à l'étage. Jules en sentinelle silencieuse. Marguerite s'assit. Gants de chevreau encore aux mains. Tu me summons comme un vulgaire employé? Nolan. Debout. La Toisa, tu as détruit ma vie pour ton orgueil. Pourquoi? Les mots jaillirent alors. Un torrent longtemps retenu. Elle parla de son propre mariage forcé. D'un amour juvénile pour une femme. Étouffée par la société des années 60. J'ai sacrifié pour toi. Nolan. Pour que tu n'aies pas à souffrir comme moi. La révélation frappa comme un éclair, sa mère. Prisonnière de ses propres chaînes. Projetait sur lui ses fantômes. Jules intervint. Voix douce mais ferme, madame. La souffrance ne se lègue pas. Elle se brise. Laissez Nolan être libre. Marguerite pleura. Pour la première fois devant son fils des larmes discrètes. Digne. Qui fissurèrent son armure. J'ai peur de te perdre. Nolan s'agenouilla. Prit sa main, tu ne me perds pas. Tu m'as donné la vie, laisse-moi la vivre. L'accolade fut maladroite. Chargée de décennies de non-dits. Mais réelle. Marguerite promit de se retirer. De financer une thérapie familiale. Pour Léa. Ajouta-t-elle. En partant, elle murmura à Jules, prenez soin de lui. Il est plus fragile qu'il n'y paraît. Le printemps apporta la guérison. Timide comme une pousse après l'hiver. Élise. Libérée de l'emprise. Revint à Paris pour un poste à l'université. La coparentalité s'apaisa en routine bienveillante, dîner à 4. Parfois avec Jules comme cinquième roue harmonieuse. Léa. Espiègle. Demanda un jour, papa. Jules est ton amoureux. Nolan. Rougissant. Acquiesça. Comme maman et son nouveau copain. Élise rit. Et la tablée s'emplit de joie. Marguerite. En retrait. Envoya des cadeaux, livres d'architecture pour Nolan. Un appareil photo vintage pour Jules. Un pas vers la rédemption. Mais le vrai test vint en juin. Lors d'une exposition de Jules au Centre Pompidou. Ces photos un portfolio sur l'amour caché. Inspirés de leur histoire attiraient la foule, couples enlacés dans l'ombre des arches. Regards volés sous la pluie. Nolan y présenta son projet de loft queer-friendly. Un espace communautaire pour les familles arc-en-ciel. La soirée culmina en triomphe, critiques élogieuses. Mains serrées. Et au milieu. Un baiser volé sous les flashs. Indifférent au murmure. Pourtant. Au retour. Une ombre, un appel anonyme. Voix déformée, tu crois que c'est fini? Elle a d'autres projets. La paranoïa s'installa. Nolan fouilla l'appartement de Marguerite lors d'une visite. Découvrant des dossiers, plans pour déshériter. Alliance avec Lefebvre pour une nouvelle contestation. La trahison. Plus profonde qu'imaginée. Le terrassa. Elle ment encore. Confia-t-il à Jules. Effondré sur le lit. Jules. Le cœur serré. Organisa une confrontation ultime, un dîner à 4. Élise incluse. Dans un restaurant discret du Marais. Marguerite arriva. Sereine. Mais son masque craqua quand Nolan posa les dossiers sur la table. Pourquoi? Encore? Hurla-t-il. Elle avoua.
Voix brisée, peur. De la solitude. Si tu es heureux sans moi. Élise. Surprenant allié. Intervint, nous sommes tous solos. Marguerite. Mais ensemble. On est plus fort. Le chaos émotionnel culmina en larmes collectives. Verres renversés. Promesses arrachées. Marguerite. Vaincue. Signa un accord, retrait total. Thérapie obligatoire. Mais le mal était fait, Nolan. Scarifié. Douta de Jules un instant fugace, et si c'était trop? Jules. Blessé. Répondit par un regard, l'amour vrai supporte les cicatrices. Leur réconciliation fut ardente. Un feu qui consuma les doutes. Sous les toits de Paris illuminés par la lune. L'été revint. Chargé de promesses. Léa partit en colonie. Élise en voyage. Laissant Nolan et Jules seuls. Ils roulèrent vers la Bretagne. Chez les parents de Jules, des pêcheurs burinés par le sel. Qui les accueillirent sans un mot superflu. Juste un festin de fruits de mer et des histoires de marée. Là, sur une falaise battue par les vents, Jules mit un genou à terre, épouse-moi. Nolan. Pas pour les lois. Mais pour nous. Les larmes coulèrent. Oui. Et le baiser scella un pacte éternel. L'automne 2025 peignit Paris en ocre héros. Un tapis de feuilles qui craquait sous les pas comme des souvenirs froissés. Le mariage de Nolan et Jules fut une affaire intime, une cérémonie civile à la mairie du 4e arrondissement. Entouré d'une poignée d'amis et de Léa en robe fleurie. Tenant un panier de pétales. Élise. Témoin stoïque. Prononça un discours laconique, à l'amour qui répare ce qu'on croyait brisé. Marguerite. Présente mais en retrait. Offrit un toast maladroit, à la famille. Sous toutes ses formes. Ses yeux. Rougis par une thérapie naissante. Trahissait un pardon en gestation. Léa. Espiègle. Lança des confettis sur les mariés, maintenant. Vous êtes mes deux papas. La lune de miel les mena en Normandie. Dans une ferme rénovée près d'Étretat. Où les falaises blanches défiaient l'Atlantique comme des sentinelles de l'éternité. Ils marchèrent des heures. Main dans la main. Parlant de tout et de rien, des rêves d'enfants adoptés. D'un atelier partagé. D'une vie où l'amour n'était plus un combat. Tu sais. Dit Jules un soir. Alors que le soleil se couchait en traînées orangées. J'ai toujours cru que l'amour était une photo, un instant figé. Mais avec toi. C'est un album entier. Nolan. Le cœur gonflé. Répondit, et toi? Tu es mon objectif. Net et précis. De retour à Paris. La vie s'organisa en harmonie nouvelle. Nolan lança son projet communautaire, un centre pour parents LGBTQ+, dans le 19e. Avec ateliers parentaux et expositions artistiques. Jules exposa ses séries sur l'amour familial. Des portraits où Léa riait aux éclats. Élise posait avec grâce. Et même Marguerite. Capturée en un cliché rare de vulnérabilité. La presse. Autrefois hostile. Vanta l'initiative, un pont entre tradition et modernité. Élise. Épanouie dans son nouveau rôle. Devint collaboratrice. Organisant des lectures sur la littérature queer. Léa grandit. Absorbant cette mosaïque avec l'aisance des enfants. À 8 ans. Elle déclara « Je veux être architecte comme papa Nolan et photographe comme papa Jules. » Les soirs d'alternance. Quand elle rentrait d'un week-end chez Élise.
Elle bombardait de questions, pourquoi les gens détestent l'amour parfois. Nolan, patient, expliquait, parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Mais l'amour, c'est explorer. Comme tes catacombes. Jules ajoutait. Avec un clin d'œil, et comme la mer, pleine de mystères. Mais toujours belle. Marguerite, transformée par ses séances, réintégra le cercle familial. Un dimanche par mois. Elle invitait à un thé dans son hôtel particulier. Servant des madeleines et écoutant. Pour une fois. Sans juger. J'ai lu Proust. Avoua-t-elle un jour. Rougissante. Sur l'amour perdu et retrouvé. Peut-être que je comprends. Maintenant. Nolan l'embrassa sur le front, mieux vaut tard que jamais. Maman. La guérison n'était pas linéaire, des rechutes survenaient. Des silences tendus. Mais l'amour, tenace, comblait les failles. Un soir d'hiver. Alors que la neige saupoudrait les toits. Nolan et Jules se promenèrent le long du canal. Léa trottinant devant avec son cerf-volant. Regarde-nous, murmura Nolan. De l'aveu à ça. Un miracle français. Jules rit, ou américain. Avec son happy end dramatique. Mais non. C'est nous, passionnés. Imparfait? Vrai. Ils s'arrêtèrent sous un pont voûté. S'embrassant doucement. Tandis que les lumières de la ville dansaient sur l'eau noire. La vie, comme un roman de Balzac, se poursuivit en chapitres imprévus, une grossesse surprise pour Élise. Un deuxième enfant que Léa appela « Petit frère arc-en-ciel », une exposition internationale pour Jules à New York. Où Nolan présenta des plans inspirés de leur amour, et Marguerite. Enfin, écrivant ses mémoires. Un récit cathartique sur les amours refoulés. La trahison initiale devint le fondement d'une force collective. Un rappel que l'amour, dans sa diversité, triomphe des ombres. Des années plus tard. Lors d'un dîner familial élargi, Élise et son compagnon. Léa adolescente rebelle. Marguerite aux cheveux blancs. Nolan leva son verre, à nous. Qui avons osé aimer au-delà des projets imposés. Les rires fusèrent. Les verres tintèrent. Et dans ce cœur, Paris murmura son approbation éternelle. L'amour n'était pas une fin heureuse hollywoodienne. Mais une danse française, élégante. Tourmentée. Profondément humaine.